Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer ensemble un nouveau livre avec une histoire que vous connaissez sûrement déjà. Et donc, je vais vous lire Les Aristochats. J'espère que vous passerez un bon moment avec moi. C'est parti. Les Aristochats. Madame Adélaïde de bonne famille se regarda dans le miroir et admira son nouveau chapeau. Terrible, dit-elle. Madame sourit et se tourna vers Duchesse, qui ronronnait sur le canapé de velours rose du petit salon. Tu ne trouves pas ce chapeau terrible, Duchesse demanda-t-elle. Duchesse ronronna son approbation. Tout comme Madame, Duchesse adorait les choses élégantes et un peu terribles. Tu as raison, ma chérie, dit Madame. Je vais le garder. Elle enleva le chapeau, le remit dans son carton et le couvrit soigneusement de papier de soie. Duchesse continuait à ronronner. La chatte admirait beaucoup Madame. Elle aimait les mains douces qui savaient la caresser comme il le fallait. Il y avait des veines bleutées sur ses mains, mais les doigts étaient agiles. Le visage de Madame était comme une soie très fine et très froissée, mais elle avait encore les joues roses. Madame était coquette et son allure restait celle d'une jeune fille. Elle se tenait très droite, elle était leste et gracieuse. Mais Madame était âgée. Duchesse le savait. Tout en sommeillant, elle écoutait parfois Madame lui parler du bon vieux temps où le tout Paris venait à ses réceptions. On parlait de choses importantes et on bavardait de choses frivoles. On s'amusait et on était amusé. On flirtait et on valsait au son des violons. Tout cela n'existait plus. Dans la cour, on entendait plus souvent le bruit des feuilles mortes chassées par le vent que celui des pas, et il s'était passé bien des saisons depuis le premier grand bal. Pourtant, on avait des distractions. Un phonographe dans le petit salon de Madame jouait de jolis airs. Les promenades à la librairie où l'on achetait les romans les plus récents. Les visites à la modiste où l'on essayait les chapeaux les plus fantastiques. Par beau temps, il y avait les promenades au bois. Madame se faisait toujours une joie de ces promenades. Madame n'aimait pas l'automobile. Elle préférait sa calèche traînée par Froufrou, sa jument à la crinière enrubannée. Pour les sorties au bois, Edgar, le valet de chambre de Madame, échangeait volontiers son habit pour une livrée de cocher. Madame et Duchesse n'en parlaient jamais, mais elles vivaient toutes les deux très heureuses. Madame était coquette, mais elle avait aussi de la sagesse. Elle avait bien profité de ce que la vie lui avait offert. Si elle avait eu des moments difficiles, elle ne s'y attardait pas, et elle appréciait toutes les petites joies qui lui restaient. Quant à Duchesse, elle avait tout ce dont une chatte peut rêver. Elle avait la jeunesse, et elle avait de la classe. Cela se voyait à ses magnifiques yeux bleus, à son beau pelage blanc, à la façon dont elle agitait sa queue magnifique, à son port de tête et à sa démarche. Elle était gracieuse et discrète, une aristocrate. Elle avait aussi Madame, et cela comptait. Madame ne traitait pas sa chatte comme un animal familier, mais comme une amie et même une confidente. Et puis il y avait Edgar, le valet, qui savait
délicieux petits plats préférés de Duchesse, depuis le saumon froid jusqu'à la crème fouettée. Mais ce que Duchesse avait de plus cher, c'étaient ses petits. Elle les aimait même encore plus que Madame. Madame ne lui en tenait pas rigueur, elle comprenait parfaitement. Duchesse observait Madame qui pliait du papier de soie autour de son chapeau neuf. Je crois que Monsieur Hautecourt n'approuverait pas l'achat de ce chapeau, n'est-ce pas, Duchesse? Dit Madame. Nous allons le ranger dans un placard, de façon à ne pas contrarier ce bon notaire. Duchesse cligna des paupières. Ainsi, Madame attendait une visite de Monsieur Hautecourt, le notaire. Cela pouvait être amusant. Monsieur et Madame étaient amis depuis longtemps. Il conseillait Madame pour ses affaires. Monsieur n'était pas souvent d'accord sur la façon dont Madame dépensait son argent. Cependant, Monsieur venait lui-même de dépenser une petite fortune pour une automobile. Il aimait à faire de la vitesse dans Paris, ce qui faisait rire Madame. Madame se tourna vers son miroir pour arranger ses cheveux. Il nous faut faire une beauté pour ce bon Georges, dit-elle à Duchesse. Duchesse se demanda pourquoi Monsieur avait si mauvaise vue qu'il ne me remarquerait rien. Tout au fond de la maison, vers la cuisine d'Edgar, retentit la sonnette de la porte d'entrée. Duchesse entendit les pas d'Edgar dans le hall et une conversation étouffée. Puis elle entendit Edgar qui aidait Monsieur à monter l'escalier. Monsieur avait toujours besoin d'être soutenu sur les marches, mais il n'utilisait jamais le petit ascenseur que Madame venait de faire installer. L'ascension de l'escalier dura un moment, mais finalement Edgar frappa à la porte et annonça Monsieur. Monsieur s'avança d'un pas mal assuré pour saluer Madame et pour caresser Duchesse. Edgar sortit et ferma la porte. Duchesse s'assit pour surveiller sa maîtresse et le notaire. Comme d'habitude, ils commencèrent par bavarder. Ils parlèrent du passé, du champagne et des valses d'autrefois. Puis, Madame prit un air sérieux. Georges, parlons affaires, dit-elle. Monsieur fut enchanté. Les affaires étaient sa passion. Allons-nous faire un procès? Demanda-t-il gaiement. Mais non, voyons. À qui voudriez-vous que je fasse un procès? C'est de mon testament qu'il s'agit. Monsieur pensait qu'un testament n'est pas aussi amusant qu'un procès. Toutefois, il s'assit au petit bureau de Madame, prit une feuille de papier et attendit. Madame avait beaucoup réfléchi à son testament. Georges, je n'ai plus de famille, dit-elle. Il le savait déjà. S'il m'arrivait quelque chose, je désire que Duchesse et ses petits soient bien soignés. Personne ne s'en occupera mieux qu'Edgar. Monsieur fut consterné. Adélaïde, s'écria-t-il, vous n'allez pas laisser votre fortune à votre domestique. Non, non, interrompit Madame, pas à Edgar, mais à mes chats. Tout à fait, Madame, pensa Duchesse, c'était une véritable amie. Cela devrait pouvoir s'arranger facilement, poursuivit Madame. Les chats hériteront en premier lieu et Edgar sera leur tuteur. Puis lorsque leur existence se seront écoulées confortablement, Edgar héritera du reste. Cela ne plaisait pas à Monsieur Hautecourt. Duchesse le voyait bien.
Mais c'était la fortune de madame, et elle pouvait en disposer comme elle le voulait. Monsieur Hautecourt mit ses lunettes sur son nez, prit une plume et écrivit. Comme tous les après-midi, les petits chats étaient allés s'ébattre dans la cour. Ils avaient joué à cache-cache autour du marronnier. Mais la nuit approchait et il était temps de revenir. Toulouse, qui était de quelques minutes le plus âgé, rentra le premier par la chatière. Attends-moi, criait Berlioz. Marie était fâchée. Moi d'abord, je suis une dame, dit-elle en bousculant ses frères. Ce qui ne sied guère à une dame. Tu n'es pas une dame, dit Berlioz en lui tirant la queue. Tu n'es qu'une sœur. Marie, indignée, entra dans le salon. Toulouse et Berlioz se précipitèrent à sa poursuite et la rejoignirent avant qu'elle ait eu le temps de grimper sur le meilleur fauteuil de madame. Tu me chatouilles, miaula Marie en tirant de toutes ses forces le ruban de Berlioz. C'est pas du jeu, haleta Berlioz. Les filles ne jouent jamais franc jeu, commenta Toulouse. Il se précipita sur Marie et lui donna un coup de patte bien mérité. Marie appela sa mère à son secours. Duchesse arriva sans se presser. Marie, ma chérie, veux-tu finir? Tu oublies les bonnes manières. Et Toulouse, et Berlioz. Conduisez-vous en jeunes gens bien élevés. On s'entraînait seulement à mordre et à griffer, dit Berlioz. Duchesse frémit d'horreur. Les aristochats ne mordent pas et ne griffent pas, dit-elle. Toulouse n'était pas d'accord. Un jour, on risque de se trouver face à face avec un chat de gouttière, dit-il. Duchesse estima que c'était possible, mais peu probable. En voilà assez, dit-elle. Il est temps d'oublier toutes ces sottises et de penser à vous perfectionner pour devenir des aristocrates accomplis. Toulouse, va travailler ta peinture. Madame avait installé un chevalet dans un coin du salon. Il y avait aussi des tubes de peinture. Madame et Duchesse étaient d'accord. Toulouse avait du talent. Il fallait l'encourager. Edgar trouvait tout à fait ridicule de laisser un petit chat tremper ses pattes dans de la peinture. Il ne voyait que des barbouillages sans queue ni tête sur les toiles que Toulouse peignait. Mais Edgar était au service de madame depuis longtemps et se gardait bien de la contrarier ouvertement. Toulouse s'installa devant son chevalet. Il réfléchit un moment, puis mélangea ses couleurs. Il y avait du blanc de zin, du rouge carence, du bleu de cobalt, un orange lumineux et du noir. Toulouse se mit à peindre. Il travaillait rapidement avec sa patte avant droite ou en prenant du recul pour lancer sur la toile la goutte de peinture. Marie se mit à rire. Oh, c'est Edgar, s'exclama-t-elle. En effet, c'était Edgar. Le valet de chambre ne se serait pas reconnu. Il ne voyait pas les choses comme les chats. Mais pour Duchesse, Marie et Berlioz, c'était clair comme le jour. Le vieux cornichon, dit Berlioz en pouffant de rire. Duchesse trouva cela ni drôle
ni gentil. Edgar s'occupait très bien d'elle et de ses petits. Elle envoya immédiatement Berlioz faire des gammes à son piano, et Marie dut prendre place sur le piano pour chanter. Le concert des petits chats contrariait presque autant Edgar que la peinture de Toulouse. Mais, encore une fois, personne ne lui demandait son opinion. Alors, il se bouchait les oreilles avec du coton. Le coton était en place lorsqu'Edgar entra avec le plateau du dîner. Il fredonnait un petit air qui ne ressemblait en rien à la chanson des petits chats. C'était un air qui allait bien à Edgar, un air fatigué et un peu triste. « Bonsoir, mes enfants, » dit-il. Il posa le plateau par terre. « Voici votre plat favori, » ajouta-t-il. Il y avait 3 petits bols bleus et un plus grand pour Duchesse. Les petits chats accoururent pour flairer le dîner. « Crème à la Edgar, » annonça le valet de chambre. Duchesse était aux anges. Il n'y a rien de meilleur par un soir de printemps qu'un bol de crème tiède. Si Edgar s'était donné la peine de le préparer de son mieux, ce serait sûrement délicieux. Toulouse et Berlioz avaient déjà le nez sur la crème et la paix de bon cœur. « Dormez bien, » dit Edgar. Puis il rougit brusquement et prit un air gêné comme s'il avait fait une gaffe. « Je veux dire, bon appétit. » Il reprit très vite, bon appétit. C'est bizarre, pensa Duchesse. Pourquoi parle-t-il de dormir? Ce n'est pas du tout l'heure de dormir. Edgar sortit de la pièce et laissa Duchesse et sa famille manger leur dîner. Monsieur Roquefort, le petit mulot affectueux et gentil qui habitait derrière une plainte, mit le nez dehors pour voir ce qui se passait. Les petits chats se réjouirent de le voir. C'était leur meilleur ami. Si on leur avait dit que la plupart des chats chassent la souris, ils auraient été scandalisés. Roquefort s'éclaircit la voix et salua Duchesse avec sa courtoisie habituelle. Puis le mulot remarqua discrètement que ça sentait bon. « C'est la crème à la Edgar, » lui dit Marie. Duchesse avait le sens de l'hospitalité. Elle lui dit gentiment: « Voulez-vous dîner avec nous, monsieur Roquefort ?» Roquefort n'attendait que cela. De derrière son dos, il sortit un biscuit. Toulouse poussa le bol avec son museau. « Servez-vous, c'est bon, » dit-il. Roquefort remercia le petit chat et trempa son biscuit dans la crème. C'était très bon. Roquefort trempa tant son biscuit dans la crème qu'il n'en resta bientôt plus. « Mes compliments à votre chef, » dit-il. « Cette crème mérite un autre biscuit. » Il se dirigea vers son trou. « Je reviens tout de suite, » reprit-il. Mais Roquefort ne revint pas. En fait, Roquefort n'arriva même pas jusqu'à son trou. Sous le regard surpris de Duchesse, le petit mulot se mit à tituber. Il tomba par terre, les 4 fers en l'air, se coucha de tout son long et s'endormit. « Par exemple, » murmura Duchesse. Roquefort ronflait doucement. « Maman, il dort !» cria Berlioz. « Quel mal élevé !» dit Marie. « Maman, est-ce que ce n'est pas mal élevé de s'endormir au milieu d'un dîner ? » Voyons, Marie.
Monsieur Roquefort doit être très fatigué, et c'est aussi mal élevé de critiquer les invités. Tu sais, ma petite fille. Penaude, Marie retourna à son bol de crème, et Duchesse en fit autant. Roquefort avait bien raison, la crème était délicieuse. Le dîner à peine fini, Duchesse sentit ses yeux se fermer. Toulouse bâilla, et Marie s'assoupit contre un pied du piano. Duchesse cacha ses bâillements avec sa patte. Il faut nous coucher de bonne heure, dit-elle. Nous avons très sommeil. Je suis sûre que madame ne nous en voudra pas si nous la laissons dîner seule ce soir. Pour une fois, les petits chats suivirent Duchesse vers l'escalier sans protester. Berlioz trébuchait. Et avant que madame soit descendue pour son dîner, qu'elle prit, en grande dame élégante, seule dans l'immense salle à manger, Duchesse et ses petits dormaient d'un sommeil profond, recroquevillés dans leur panier. Edgar se regarda dans la glace. Il n'avait pas l'air d'un criminel, mais d'un valet de chambre d'âge mûr qui prenait de l'embonpoint. Il ajusta son chapeau. Il ressemblait à ce qu'il avait toujours été. Il servait à table, conduisait l'attelage, faisait les cuivres de la porte d'entrée de madame, surveillait la femme de ménage lorsqu'elle venait, comptait les cuillères en argent après son départ, écoutait aux portes et avait appris ainsi beaucoup de choses intéressantes. Ainsi, les chats hériteraient avant moi, dit Edgar au miroir. Absurde. Alors, jusqu'à la fin de leur vie, je devrais les servir, hein. On verra ça. Il faudrait qu'ils soient ici pour hériter, et ils n'y seront pas. Edgar, satisfait de l'aspect de son chapeau melon, cessa de se regarder dans la glace. Il prit son parapluie, éteignit la lumière et ouvrit la porte. À minuit, la maison était toute noire et Edgar se déplaçait sans faire de bruit. Il n'avait même pas besoin de frôler le mur pour descendre les 2 étages. Duchesse et ses petits dormaient profondément dans leur panier sur le palier du premier étage. L'effet des pilules qu'Edgar avait fait fondre dans leur crème durerait jusqu'au lendemain matin. Marie fit un léger bruit lorsqu'Edgar s'empara du panier. Toulouse entr'ouvrit les yeux, mais les ferma aussitôt et se rendormit. Edgar passa de la cuisine au jardin, qu'il traversa jusqu'à la remise où dormait la jument Froufrou près de la calèche. S'y trouvait aussi la motocyclette qui faisait la joie d'Edgar pendant ses jours de sortie. Edgar posa doucement le panier des chats dans le sidecar de la motocyclette. À demi endormi, Froufrou le vit pousser sa motocyclette sans la faire démarrer. Froufrou trouva cela bizarre. Pourquoi sortait-il sa motocyclette au milieu de la nuit? Et qu'y avait-il dans ce panier? Mais Froufrou savait qu'avec le temps, les choses s'expliquent d'elles-mêmes. Elle se rendormit. Edgar démarra à travers les rues pavées et désertes de Paris. Il ne perdit pas de temps, mais ne fila pas trop vite pour ne pas se faire arrêter par un agent qui lui demanderait pourquoi il faisait de la vitesse au milieu de la nuit avec un panier de chats dans son sidecar. Il roula jusqu'à ce que la tour Eiffel disparût à l'horizon. Peut-être était-il inutile d'aller si loin pour se débarrasser d'une famille de chats. Mais Edgar voulait être sûr que jamais plus on ne verrait Duchesse ni ses petits à la maison. Enfin, Edgar alla trop loin.
région où chaque ferme était gardée par au moins un chien féroce. C'est alors qu'il tomba sur Napoléon et Lafayette. Napoléon fut le premier à entendre le moteur de la motocyclette. Il dormait sous une charrette près d'une meule de paille. Mais son sommeil était léger, comme il se doit pour un chien de garde. Il leva la tête et écouta. La motocyclette devait venir rapidement. Le moteur pétarada quand la machine attaqua une côte. Lafayette, cria Napoléon. Dis donc, Lafayette, réveille-toi, une moto. La meule de foin remua, et un chien beagle pointa le museau dans l'air de la nuit. C'est une motocyclette à 2 cylindres, déclara Napoléon. C'était un expert. Lafayette, le beagle, semblait encore plus méfiant que d'habitude. Nous avons mordu 6 pneus aujourd'hui, dit-il, et nous avons donné la chasse à 4 voitures, à une bicyclette et à un scooter. Napoléon n'écouta pas Lafayette. Il écoutait la moto qui se rapprochait. Elle a une transmission par chaîne, déclara-t-il. On dirait qu'il y a un grincement dans la roue avant. Lafayette voulut se renfoncer dans la meule, mais Napoléon l'en empêcha. Tu t'attaques aux pneus, et moi, je fonce dans le vif du sujet. Lafayette grogna et souffla le foin qu'il avait dans le nez. Comment se fait-il que tu choisisses toujours pour toi ce qui est le plus mou? Demanda-t-il. Parce que je suis le chef, voilà pourquoi, grogna Napoléon. La motocyclette approchait du pont qui passait sur un ruisseau le long de la ferme. Faites sonner la charge, ordonna Napoléon. Lafayette leva son museau vers le ciel et poussa un hurlement retentissant. Chargez, cria Napoléon. Edgar ne comprit même pas ce qui lui arrivait. Un instant plus tôt, il était en train de conduire bien tranquillement, avec son melon bien enfoncé sur la tête, son parapluie attaché au siège et les gens endormis dans le sidecar. Et voilà que 2 monstres aux dents effrayantes se précipitent sur lui en hurlant. Il accéléra au maximum, et la motocyclette bondit en avant, mais moins vite que les 2 chiens. Une des sales bêtes attaqua la roue arrière de la motocyclette. L'autre avait planté ses dents dans son veston. Edgar essaya d'accélérer encore. Tout à coup, sa machine quitta la route, traversa un petit ruisseau et cahota dans un champ labouré. Il fut soudain face à face avec un moulin à vent. Il donna un coup de guidon brutal pour éviter cet obstacle. Le chien, qui était pendu à ses basques, décolla du sol et atterrit dans le sidecar. C'en était trop pour Edgar. Il donna un autre coup de guidon, et cette fois-ci, il redescendit dans le ruisseau sous un petit pont. Le panier contenant Duchesse et les petits chats fut éjecté du sidecar et disparut dans l'obscurité. Puis ce fut le tour du sidecar lui-même, et la motocyclette, toujours lancée à toute vitesse, se retrouva sur la route. Edgar fit demi-tour et fonça vers Paris. Il avait perdu son sidecar, son melon, son parapluie et un morceau de son veston. Il était trempé, tremblant et terrifié. Mais il s'était débarrassé de ses chats diaboliques. Duchesse se réveilla juste avant l'aube. Elle n'avait jamais eu aussi froid. Sa fourrure était humide.
Au lieu du coussin de velours sur lequel elle dormait d'habitude, elle ne trouva que de la boue. Elle entendit autour d'elle le vent dans les roseaux. Je ne suis pas à la maison, s'écria-t-elle, affolée, car depuis sa naissance, elle se réveillait toujours dans le confort et la sécurité de son panier. Mes enfants, miaula-t-elle encore plus fort. Personne ne répondit. Les enfants, où êtes-vous? À sa gauche, quelque chose fit flaque dans l'eau et Duchesse eut horriblement peur. Berlioz, Toulouse, Marie, où êtes-vous? Ce fut Marie qui répondit la première. Elle s'était blottie sous un buisson, encore à moitié endormie. Je crois que j'ai fait un mauvais rêve, marmonna-t-elle. Suis-je tombée du lit? Maman, j'ai froid. Duchesse se précipita auprès d'elle et la renifla avec tendresse. N'aie pas peur, ma petite chérie, lui dit-elle. Duchesse avait grand peur, mais parlait d'une voix calme. Maman, maman, Berlioz se traîna hors des roseaux qui bordaient la rivière. Par ici, mon chéri, répondit Duchesse. Je suis tout mouillé, gémit Berlioz. Il était, en effet, trempé jusqu'aux os. Ne crains rien, dit Duchesse pour le rassurer. Tout va bien. Mais où était donc Toulouse? Tout en léchant le poil hérissé de Berlioz, Duchesse regardait de tous côtés. Le jour commençait à se lever. Duchesse vit le panier à moitié renversé sous le petit pont. Pour saluer le jour nouveau, une grenouille se mit à coasser. Maman, hurla Berlioz terrifié. Duchesse rit nerveusement. C'est seulement une petite grenouille, mon amour, dit-elle à son fils. Elle ne peut pas te faire de mal. Mais chérie, ne bougez pas d'ici, restez là. Je vais chercher Toulouse. Les petits chats obéirent. Ils avaient trop froid et ils étaient trop malheureux pour se dissiper. Duchesse se frayait un chemin à travers la boue pour atteindre le panier. Toulouse avait toujours de la chance. Lui seul était resté bien au chaud dans le panier. Toulouse, s'écria Duchesse. Le petit chat leva la tête et la regarda avec stupéfaction. Pourquoi ne me répondais-tu pas? Demanda Duchesse. Je faisais un drôle de rêve. Il y avait Edgar, il portait notre panier. Edgar, d'abord Duchesse fut étonnée, mais à la réflexion, elle trouva cela normal. Toulouse bâilla. Dans mon rêve, nous étions tous sur la motocyclette d'Edgar, dit-il. Au bord de l'eau, la petite grenouille coassa de nouveau. Un peu plus loin, une autre lui répondit. Toulouse regarda autour de lui. Comme tout était bizarre, Duchesse était là, comme toujours à son réveil. Marie et Berlioz s'approchaient en trottinant. Mais où étaient-ils? Sûrement à leur place habituelle sur le palier du deuxième étage de la vieille maison près du bois. Était-ce un rêve? Demanda-t-il étonné. Où sommes-nous? Est-ce Edgar qui nous a amenés ici? Edgar, oh mon chéri, ce n'est pas possible. Edgar est très bon pour nous. Peut-être que tu es tombé sur la tête, Toulouse, suggéra Berlioz. C'était une remarque déplacée, mais pour une fois, Duchesse ne fit pas de reproche. Elle était sûre qu'Edgar ne pouvait pas les avoir amenés dans cet endroit où il faisait froid
et où les grenouilles faisaient des bruits déplaisants. Mais que c'était bizarre. Ils étaient endormis dans leur panier chez madame, et ils se réveillaient dans un décor d'épouvante. Mais ils étaient tous ensemble. Voilà l'essentiel. Ensemble, ils retrouveraient le chemin de leur maison. Duchesse en était certaine, mais elle n'avait pas la moindre idée de ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce que nous allons devenir? Demanda tout à coup Berlioz. Je veux retourner chez madame. J'ai mis Marie. Duchesse eut le cœur gros. Pauvre madame. Elle serait bouleversée lorsqu'elle s'apercevrait que ses petits amis n'étaient plus là. Le soleil se levait, un lever de soleil comme beaucoup d'autres. Mais Duchesse n'en avait jamais vu aucun. Chez madame, les volets restaient clos jusqu'à ce qu'Edgar monte de la cuisine avec le plateau de madame. Et madame n'était pas accoutumée à se réveiller à l'aube. À l'horizon, le ciel rougeoyait et Duchesse trouvait que c'était assez beau. Puis le rouge tourna au rose. Et là où le ciel n'était pas rose, il était d'un joli bleu, un peu comme la couleur des bols des petits chats. Finalement, le soleil parut au-dessus de la cime des arbres, et tout au long de la rivière, la rosée se mit à briller sur les roseaux. Il y eut un flac, et Duchesse n'entendit plus la grenouille. Il fit moins froid. Duchesse sortit de son panier et décida que malgré tout, la situation était loin d'être aussi dramatique. Cet endroit était froid et sauvage, mais il ne semblait pas dangereux. C'était un petit ruisseau bien tranquille, avec des roseaux quelconques et des grenouilles tout à fait ordinaires. Il ne se trouvait pas très éloigné de Paris, puisque toute l'aventure n'avait pas duré plus d'une seule nuit. Quelques pétales roses pâles voltèrent et se posèrent sur la tête de Duchesse qui tressaillit. L'Aristochat leva la tête et se trouva face à face avec un autre chat. Duchesse baissa les yeux. L'autre chat jouait avec les fleurs d'un pommier. Il les faisait tomber sur Duchesse. Il avait de beaux yeux verts, dans lesquels Duchesse discerna une lueur d'admiration. Alors, dit cet inconnu. Cela ne semblait pas demander de réponse. Duchesse ne put pas mot. Vous êtes bien jolie, dit le chat sur le pommier. Duchesse le trouva vraiment très effronté. On ne les avait même pas présentés. Mais l'autre chat ne s'embarrassait pas de si peu. Je m'appelle Walter Giuseppe Désiré Thomas O'Malley, dit-il. Autrement dit, O'Malley, le chat de gouttière. Duchesse pensa que cette dernière remarque était inutile. Il était facile de voir que ce personnage roux et noir, au sourire impudent, était un chat de gouttière. Votre nom doit à peine tenir sur une carte de visite, dit Duchesse, gardant ses distances. Le chat de gouttière cueillit une fleur et la lui lança. Duchesse ne fit pas un geste pour l'attraper. Je suis le seul chat de mon espèce, dit le nouveau venu. Je suis le roi des grands chemins. Je suis le prince des boulevards. L'univers est mon jardin. Vous avez de grands biens, monsieur, murmura Duchesse. Mais oui, bien sûr. O'Malley descendit du pommier et marcha à grands pas vers Duchesse. Je n'ai que moi et le monde pour me promener, lui dit-il. Alors, je ne me demande jamais quelle route prendre. Que ce soit pour Calcutta ou pour Rome, c'est la route de la vie. Quelquefois, elle me conduit même chez moi.
Chez moi, c'est Paris. Au mot de Paris, Duchesse dressa l'oreille. Par-dessus tout, elle voulait rentrer à Paris. C'est pourquoi, quand le chat de gouttière lui demanda son nom, elle répondit gentiment. Duchesse, dit O'Malley. Superbe, un nom superbe, j'adore. Il s'approcha tout près de Duchesse et la dévisagea. Et vos yeux sont de vrais saphirs, si étincelants, si lumineux. Duchesse le savait depuis longtemps. Cette flatterie ne lui tourna pas la tête. Vous êtes bien aimable, dit-elle. Mais en vérité, monsieur, j'ai de gros ennuis. O'Malley prit un air chevaleresque. Des ennuis. Il semblait ravi. Donner un coup de main aux belles dames en détresse, c'est ma spécialité. Quel est le hic? Duchesse n'avait jamais entendu parler de hic, mais elle comprit ce qu'O'Malley voulait dire. Je dois rentrer à Paris de toute urgence, dit-elle. Auriez-vous l'extrême amabilité de me montrer le chemin? Je vous y conduirai moi-même sur un tapis volant. Jusqu'à ce moment, les petits chats étaient restés dans le panier à surveiller la scène avec le plus grand intérêt. Mais, à l'idée d'un voyage sur un tapis volant, Marie n'y tint plus. Merveilleux, miaula-t-elle en rejoignant sa mère. Vous avez vraiment un tapis volant? Demanda Berlioz. Est-ce qu'on va vraiment s'en servir? Demanda Toulouse. Le superbe O'Malley parut atterri. Des chatons, souffla-t-il. Vous avez des enfants, Duchesse? Mais oui, monsieur, répondit Duchesse. Maman, est-ce que j'ai des yeux de saphir étincelants comme les tiens? Demanda Marie. Bien sûr, ma chérie. Où est le tapis volant? Demanda Berlioz. O'Malley était catastrophé. Cette créature, parfaite du bout de ses oreilles parfaites jusqu'à l'extrémité de sa somptueuse queue, était mère de 3 chatons turbulents et indiscrets. Et O'Malley savait qu'il ne fallait pas compter sur des petits chats pour avoir du tact et comprendre la poésie de certaines situations. Diable! S'exclama-t-il. Vous avez dit qu'on allait s'envoler vers Paris, insista Toulouse. J'ai dit ça, demanda O'Malley. Eh bien, ce que je voulais dire, vous comprenez, c'était que... Duchesse comprit l'embarras de ce pauvre O'Malley. Je pensais plutôt à une voiture de sport, dit-il. Un tapis volant à 2 places, peut-être, suggéra Duchesse. Je ne suis pas bien grosse, dit Marie. Tais-toi, Marie, lui dit sa mère. Duchesse se tourna vers O'Malley. Je comprends parfaitement, monsieur, dit-elle. Les petits chats se serrèrent contre elle. Ils comprenaient aussi qu'il n'y aurait pas de promenade en tapis volant. Venez, mes chéris, ordonna Duchesse. Ils remontèrent sur le talus qui menait vers le pont. Sauf Toulouse, qui faisait de vilaines grimaces en s'adressant à O'Malley. Moi aussi, je suis un fameux chat de gouttière, fanfaronna le chaton. Tu parles, dit O'Malley. Tu dois être un vrai tigre dans ton quartier. Toulouse aurait bien voulu raconter à O'Malley des histoires de tigres dans lesquelles il jouait le beau rôle. Mais Duchesse l'appela, et obligé de la suivre, il renonça à ces extraordinaires récits. Un de ces jours, tigre, dit O'Malley avec une légère ironie. Les aristochats disparurent derrière le pont. O'Malley
Romalet s'allongea tristement sur le bord de la rivière. Il ne comprenait pas pourquoi il éprouvait une impression de vide, et ce n'était pas dans son estomac comme d'habitude. C'était une belle famille, dit-il à haute voix. Il n'y avait personne pour l'entendre, et il n'y eut personne pour le contredire. Tu n'es pas un chat épatant, O'Malley. Tu as plutôt l'air d'un vieux rat, soupira-t-il. Mais il se reprit, clama un nom catégorique, bondit sur la route et cria dans la direction qu'avaient prise Duchesse et ses petits chats. Attendez-moi. Les aristochats s'arrêtèrent et attendirent O'Malley. J'ai dit que je vous conduirai à Paris, et je le ferai, dit-il. Ne vous inquiétez pas, Duchesse. Laissez-nous faire, moi et mon tapis volant. Voilà alors, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Sinon, la vidéo risque d'être un peu longue. J'espère en tout cas que jusqu'ici ça vous plaît. Et on se donne rendez-vous pour la deuxième partie.